Bonjour et bienvenue sur JDR TV. Aujourd'hui, je vais faire ma deuxième vidéo consacrée à la campagne de Donjons et Dragons 5, La malédiction de Strahd. Cette vidéo s'adresse plutôt aux maîtres de jeu, donc si vous êtes joueur ou que vous comptez un jour jouer sur cette campagne, je vous invite à arrêter la vidéo maintenant parce que ça va spoiler. Bien. Et maintenant qu'on est entre MJ, je vais vous parler aujourd'hui du scénario d'introduction Funeste demeure. Ce scénario d'introduction optionnel n'a pas très bonne réputation, il n'est pas très populaire. Quand je vais voir sur les forums, je me rends compte que beaucoup de maîtres de jeu soit se forcent à le faire jouer à leurs joueurs pour leur faire gagner des points d'expérience, mais un petit peu sans trop de motivation. Soit il y en a carrément d'autres qui dégagent cette étape pour directement amener leurs joueurs en niveau 2 ou 3. C'est un peu dommage parce que je pense que ce mini-scénario, il a certains points intéressants. J'aime bien la maison, j'aime bien certains personnages. Le problème, c'est que ça s'emboîte pas très bien avec le reste de l'histoire. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est vous présenter un diagnostic de, à mon avis, deux problèmes à régler. Et puis ensuite, je vais vous proposer une solution. Et j'espère que vous allez bien vous éclater avec vos joueurs grâce à ça. C'est parti. Alors d'abord, concernant le diagnostic des problèmes, j'identifie deux problèmes donc, dans ce scénario d'introduction Funeste demeure. Le premier, c'est que il n'y a pas grand intérêt pour les héros à y aller dans cette maison. Il faut se mettre à la place de ces personnages. Imaginez que vous êtes éventuellement un aventurier, vous avez perdu votre chemin, vous êtes passé dans des brumes, vous arrivez dans un pays inconnu, assez glauque, assez sinistre, ça craint. Votre but à vous, c'est de rentrer chez vous, quoi. Alors vous arrivez dans un village et puis on vous dit ah ben non, vous rentrerez jamais chez vous, enfin probablement pas. Alors en revanche, si vous voulez vous amuser, il y a une maison hantée avec des monstres, des pièges, des trucs horribles, vous risquez de mourir. C'est cool, allez-y, je vous en prie. Vous y allez, vous Bah, a priori non, hein, vous y allez pas. Alors éventuellement, il peut y avoir deux petits fantômes qui pleurnichent et qui vous disent oh, aidez-nous s'il vous plaît, mais bon, sauf si vous êtes absolument un Jésus de Nazareth ou je sais pas quoi, plein de bonnes intentions, bon, éventuellement vous y rentrez, et puis dès que ça commence à y avoir du grabuge, ben, vous sortez, quoi. S'il n'y a pas vraiment de grand intérêt à y aller, vous insistez pas sur cette maison, quoi. Donc il va falloir trouver un moyen de trouver quelque chose pour que ça vraiment que ça motive les personnages à y aller. Une fois que la campagne est bien avancée, qu'il y a eu le tirage des cartes, que les personnages se sont bien emparés de cet environnement et qu'ils ont bien compris qu'il faudra affronter Strahd, ok, à ce moment-là, ils comprennent qu'il va falloir faire plein de petites aventures pour devenir fort, pour trouver des trésors, etc. Mais à ce moment-là de l'histoire, non, il n'y a rien qui justifie d'aller se faire du mal comme ça pour le fun. Le deuxième problème, selon moi, c'est que c'est l'image de Strahd que ça véhicule. Parce que, vous voyez, un scénario qui fonctionne bien, quand on a une figure antagoniste vraiment inquiétante, c'est avant qu'on rencontre le gros méchant, c'est de voir les conséquences terribles des actions du méchant. Pour qu'on se dise, oh la vache, il est puissant, il peut détruire toute une ville entière en claquant des doigts, ou il peut changer l'esprit des gens, voilà. Ce qui fait que ça nous prépare mentalement à avoir la trouille, ce qui fait que quand on tombe face au gros méchant, on se dit, oh putain, ça va chier, quoi. Euh, En quoi est-ce que ce mini-scénario va faire flipper nos joueurs quant au personnage de Strahd? Non, ça ne fait pas du tout. Strahd ne nous impressionne pas du tout, en fait. Puisqu'on parle d'un groupe de gens dévoués à leur culte infernaux, satanistes et je sais pas quoi, qui sont devenus totalement dégénérés. Strahd les a rencontrés, il a dit non, mais vous êtes du monde de tocard, merci, au revoir, il s'est barré, et puis eux, ils sont devenus encore plus dégénérés. En quoi ça rend le personnage de Strahd impressionnant? Ben, ça marche pas, on tombe totalement à côté de la plaque. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est qu'on garde beaucoup de choses de ce qui était déjà dans la structure de base de ce mini-scénario. On garde la maison telle qu'elle est, on garde les coffres, les pièges, les personnages, tout là où ils étaient. On va simplement changer un tout petit peu, enfin même beaucoup,
les opinions des personnages qu'on a dedans et leur histoire. Mais au final, normalement, tous les objets, tout sera toujours positionné au même endroit que dans le bouquin. Ok ? Alors en fait, ce que moi je vais vous proposer, c'est que quand les joueurs explorent la maison et qu'ils entrent dans la chambre des parents, donc de Gustave Durst et sa femme Elisabeth, il y a une petite table de nuit avec un tiroir qui est fermé à clé, avec une petite clé toute pourrie, donc un simple coup d'épée pour faire levier, ça fait tout sauter. Et dans ce tiroir, il trouve le journal de Gustave Durst, l'ancien maître des lieux. Et en lisant le journal du maître des lieux, ils comprennent qu'en fait, ce monsieur avait des intentions très différentes de ce qu'il paraît. Et qu'en fait, sa vie est terrible, terriblement tragique. Et je vais donc vous lire le journal de Gustave Durst. Et je vais essayer de faire tenir tout le texte également en description de la vidéo si vous voulez le récupérer. Je précise une chose, c'est qu'à chaque fois il y a des dates, mais il n'y a pas d'année qui est mentionnée. Parce que j'estime que on ne sait pas trop dans Ravenloft comment s'écoule le temps. Donc on a juste une date avec un jour et un mois. Et après, tout le reste est laissé flou. Allez, c'est parti. 16 avril. J'entame l'écriture de ce journal, car j'ai envie de hurler, mais ma bouche est muselée. Et seule l'encre et le papier me permettront de clamer ma colère et ma souffrance. Il y a 4 siècles, quand Strahd est mort, nous les habitants de la région pensions être enfin débarrassés de ce fou sanguinaire. Alors, se retrouvant sans maître, le peuple a choisi une poignée de roturiers, dont mon ancêtre Ernest faisait partie, pour gérer les affaires du royaume. Et le pays a prospéré. Et puis un jour, les brumes sont arrivées, petit à petit, insidieusement. Et l'on a commencé à entendre des rumeurs de phénomènes étranges et sinistres, ici et là. L'horreur s'est invitée dans nos vies, et nous nous sommes bientôt retrouvés prisonniers de notre propre pays. Mon pays, devenu cet enfer gris, humide et maudit. Quand Strahd est réapparu en public il y a quelques années, nous étions tous conscients que cet homme ne pouvait être revenu du royaume des morts sans l'aide de quelque puissance ténébreuse. Mais il était tellement puissant et effrayant que tout le monde s'est tu et s'est agenouillé devant lui, comme si de rien n'était. Nous avons fait ensemble le choix de la lâcheté. Et je vois jour après jour, nuit après nuit, les outrages que le vampire et ses sbires, créatures infernales sorties de je ne sais où, font subir à mon pays, et je serre les poings en silence. Mais je ne peux rester les bras croisés. Quelqu'un doit agir pour nous libérer. Quitte à tout perdre, tant pis. Mais vers qui se tourner ? Les gens ont tous peur. Si je parle à qui que ce soit, c'est sûr, on me dénoncera. Je ne crains pas pour ma vie, seulement pour celle de ma femme adorée et de mes enfants chéris. 3 août. La chaleur est écrasante, et l'humidité est toujours là, suffocante, collant à ma peau comme de la poix. Mais j'ai enfin trouvé un contact sérieux. Il ne m'a pas dit son nom, et s'est présenté à moi, le visage dissimulé sous une capuche. Il dit faire partie d'un réseau clandestin de résistants, nommé la Plume Noire. Il m'a dit que je pourrais leur être utile en temps voulu, quand nous lancerons l'offensive contre Strahd, car j'ai de l'argent et des contacts pour me procurer du matériel et des armes. Mais l'homme à la capuche me dit aussi qu'il serait vain d'espérer vaincre Strahd par une attaque frontale. Ce démon est méfiant, presque paranoïaque, et très bien protégé. Il faut que quelqu'un obtienne sa confiance pour pouvoir l'approcher de près et espérer l'atteindre en plein cœur. Je vais donc désormais me faire passer pour un adorateur de Strahd et créer une organisation vouée à son culte. Je vais attirer autour de moi tous les fous et les idiots que ce monstre fascine, comme je les hais tous. Mais je n'ai pas le choix, je dois le faire.
Et je ne peux rien dire à ma propre femme sur mes réelles intentions, car pour que mon plan fonctionne, même elle ne doit pas être au courant. L'homme à la capuche m'a confié un objet petit mais d'une grande importance qu'il m'a demandé de cacher chez moi. Notre ennemi est fort, car il est froid, dépouillé de toute émotion. Mais grâce à cet objet, nous pourrons susciter chez lui une décharge émotionnelle qui permettra de l'affaiblir quelques instants au moment précis de notre attaque. Je vais cacher cet objet de grande valeur dans la maison, là où je suis sûr que personne ne pourra le trouver. 12 novembre. Aujourd'hui encore, nous nous sommes à nouveau disputés, ma femme et moi. Mon amour, comme j'aimerais pouvoir tout te raconter. Mais si je ne te dis rien, femme, c'est avant tout pour te protéger, toi et les enfants. Je reçois tous les jours dans mon salon une foule d'inconscients et d'originaux de tout poil. Ils brandissent des grimoires et des parchemins où ils espèrent trouver le secret de la vie éternelle, comme Strad, leur idole. Bande d'imbéciles, à quoi bon vivre éternellement si c'est dans un tel enfer? Mais je dois garder mon masque et continuer de jouer la comédie. Demain, nous entamerons la creusée d'un réseau de tunnels sous la maison. Nous pourrons établir le quartier général de ma sinistre organisation. Ô puissance céleste et bienveillante qui nous regardez depuis tout là-haut, ayez pitié et que ce cauchemar finisse enfin. Il y a une semaine, Gilda, la vieille gouvernante, m'a présenté sa démission. Elle ne pouvait plus supporter l'ambiance affreuse qui règne dans la maison. Par miracle, je viens de trouver quelqu'un pour la remplacer. Mélissa est jeune et belle, et ne semble aucunement dérangée par mes étranges convives. Au contraire, elle s'entend assez bien avec eux. Les enfants, en revanche, semblent se méfier d'elle. Mais il est normal qu'il leur faille un peu de temps pour s'habituer à leur nouvelle nounou. 30 février. Ma femme est désormais convaincue que je suis voué aux forces du mal. Elle ne m'adresse plus la parole depuis plusieurs semaines. Ainsi avons-nous convenu d'un commun accord que désormais nous ferions chambre à part. Sale ingrate. Ne vois-tu donc pas que je joue un rôle et que je fais cela pour les enfants, pour nous? Tu n'es qu'une égoïste et une pleurnicheuse. À l'inverse, Mélissa et moi sommes devenus proches. Je me sens si seul avec ce fardeau sur le dos. Elle a de l'humour. Elle m'écoute, et elle au moins, elle sait trouver les mots pour me réconforter. Mais surtout, elle est si belle et si jeune. Serais-je en train de tomber amoureux? C'est étrange, car à force de passer mon temps entouré de cette foule de cultistes dégénérés, je finis un peu par les comprendre. Après tout, quand on voit toute l'hypocrisie et la lâcheté dont font preuve les soi-disant gens de bien, je commence à penser qu'il y a une forme de courage à choisir clairement le camp des ténèbres. 12 juin. Le culte m'a ouvert les yeux sur la douce chaleur de l'abîme. La sainte obscurité doit s'étendre sur le monde. Gloire éternelle à notre Seigneur Strad. Comment ai-je pu douter de lui avant? Ma femme était une gêne pour notre organisation. Au lieu de la tuer, quelqu'un a dit qu'il serait plus utile de la changer en quelque chose correspondant à nos valeurs. Désormais métamorphosée en créature de la nuit, cette chose sera chargée de monter la garde dans une des salles du sous-sol. Mélissa et moi sommes désormais officiellement en couple. Elle n'est donc plus en charge des enfants, et eux sont désormais libres de s'occuper tout seuls. Mais ces sales mioches pleurent tout le temps. J'ai beau les avoir enfermés dans leur chambre, j'entends sans cesse leurs cris qui me cassent les oreilles. Mélissa propose de régler le problème avec de l'arsenic. Bonne idée. Une fois débarrassés des marmots, nous pourrons enfin nous consacrer pleinement au culte de notre maître, et je pense que Sa Majesté obscure appréciera particulièrement cette dévotion de ma part. Comme j'ai hâte de le rencontrer, j'espère tellement ne pas le décevoir. 7 février. Catastrophe. Tout est perdu.
En réponse de mes nombreuses lettres, le maître avait enfin accepté de venir me rencontrer. Quel honneur et quelle joie que de l'accueillir ici même, dans ma propre maison. Cependant, lorsqu'ayant ouvert sa portière, il s'apprêtait à descendre de son coche, j'ai vu qu'il a jeté sur moi un regard inquisiteur. Alors il a sondé les tréfonds de mon âme et, pauvre de moi, il a compris que je possédais quelque chose qui pouvait lui faire du mal. Comme j'ai honte! Depuis tout ce temps, j'avais oublié que j'étais en possession de ce petit objet dans ma maison, destiné à tourmenter notre maître bien-aimé. Alors, pour me punir de ma trahison, il a effleuré le ventre de Mélissa, et celle-ci a immédiatement poussé un cri de douleur. Tandis que le maître claquait sa portière et que le cocher fouettait les chevaux pour retourner au pas de course en direction du château, Mélissa se tordait sur le sol boueux en poussant des gémissements d'agonie. Je crois qu'elle était enceinte de moi depuis quelques mois. 8 janvier. Mélissa est morte, et notre enfant qu'elle portait dans son ventre aussi. Les membres du culte se méfient désormais de moi. Je les entends chuchoter dans mon dos. Je pense que c'en est bientôt fini pour moi. Il est temps de faire du ménage dans ma vie. 9 janvier. J'ai enfin retrouvé mes esprits. Comme si pendant plusieurs mois, mon cerveau s'était noyé dans les brumes de Ravenloft. Je suis redevenu l'homme que j'étais, mais trop tard pour réparer mes erreurs. Je me suis enfermé dans ma chambre et j'attends. D'ici quelques minutes, les cultistes viendront me chercher pour un rituel. Je leur ai présenté une simple requête. Au lieu qu'on me tue, je veux retrouver Élisabeth, ma femme bien-aimée. Ils ont accepté et vont donc me transformer en une chose de même nature qu'elle. Et nous serons ensemble dans le sous-sol, réunis pour l'éternité. Pardonne-moi, mon amour, j'ai tout raté. En cherchant le bien pour toi et pour les enfants, je vous ai trahi et j'ai détruit notre maison. Puisses-tu un jour me pardonner? J'ai bâti des tombeaux. Je voulais que nos enfants puissent s'y reposer en paix. Mais le chagrin est trop dur pour que j'aille les chercher dans leur chambre. Si quelqu'un souhaite affronter Strahd et délivrer enfin notre pays de ce cauchemar sans fin, alors vous trouverez l'objet qui vous aidera tout en bas, dans la salle inondée, dans un creux où le mur s'est effondré. Mais attention, prenez garde aux racines qui marchent. Donc, c'était un petit peu long. J'espère que ça vous a plu. Donc en fait, le maître des lieux a joué un jeu pour se faire passer pour un fan de Strahd, et puis ça s'est retourné contre lui parce qu'il a été corrompu carrément par les forces des ténèbres. La gouvernante était une garce qui est probablement, qui au départ déjà faisait partie des forces des ténèbres. C'était une adoratrice de Strahd sans doute. Elle a réussi comme ça à éloigner, à séparer le couple et à retourner la tête de ce mec. Et finalement, donc, il a retrouvé ses esprits, mais trop tard. Donc, c'est comme ça qu'on retrouve monsieur et madame, c'est quoi leur nom de famille déjà? Monsieur et madame Durst transformés en ghouls dans le sous-sol. C'est pour ça que les enfants sont morts dans leur chambre. On a la gouvernante qui est morte dans un sac, dans une remise. Et alors du coup, quel est l'objet secret qui pourrait affaiblir Strahd en jouant sur ses émotions? Eh bien là, j'ai fait directement une référence à Citizen Kane, Rosebud. Alors ce ne sera pas la luge de Strahd, mais je propose que ce soit par exemple une petite ocarina à laquelle il jouait quand il était petit, sur laquelle s'est gravé Strahd, qui est écrit par un enfant. Et quelqu'un a pu retrouver cet objet qui est d'un moment, l'un des seuls moments de sa vie où il a été heureux, sans doute avec sa maman, on ne sait pas trop. Et donc ce truc a le pouvoir de le perturber un petit peu. Alors c'est pas ça qui va faire vaincre Strahd, hein, mais c'est ça qui va permettre pendant quelques secondes de chambouler un petit peu dans ses émotions, lui qui est habitué à être si froid, si calculateur. Voilà.
Donc, avec ça, j'estime qu'on a résolu deux problèmes, parce que là, il y a la carotte en quelque sorte, c'est-à-dire que les gens euh, quelqu'un qui va, avant d'aller dans la maison, quelqu'un, par exemple, quelqu'un le tenancier de l'auberge du village peut avoir dit aux gens, bah écoutez, vous voulez quitter ce pays, à mon avis c'est compliqué. Simplement, il y a un gars à une époque qui m'avait dit qu'il avait un objet en sa possession pour, euh, pour faire un truc contre Strad. Je ne sais pas si je devrais vous en parler, mais bon, il est mort, donc je peux vous le dire. Il s'appelait Gustav Durst, et il disait qu'il avait un truc, il avait un plan, mais bon, c'était top secret. Bon, écoutez, peut-être allez voir dans sa maison, peut-être qu'il y a un moyen, il y a peut-être un truc pour vous aider à partir, quoi. Donc ça, c'est ça la carotte. Et puis une fois qu'ils auront trouvé cette petite ocarina, bon, c'est pas une épée plus 2, d'accord, mais c'est cool quoi de se dire qu'il y a peut-être un petit truc qui va permettre d'affaiblir le gros méchant du jeu. Ça fait plaisir quand tu as gagné ça à la fin de ta quête. Les racines qui marchent, on est d'accord que je parle du tertre, je sais plus comment t'appelles ça, le tertre mouvant, donc la créature qui est en bas dans la pièce inondée. Donc il faut absolument le défoncer ou arriver à détourner son ascension pour aller récupérer le trésor qui est donc derrière. Et puis voilà, et donc autre sujet qu'on a résolu, c'est que ben moi je pense qu'avec ma petite histoire, Strad, ouais, ça le rend impressionnant quoi. Ça fout un peu la trouille et on se dit oh putain, le jour où il va falloir que je l'affronte, c'est terrible. Parce qu'il n'a pas seulement le pouvoir physique ou le pouvoir magique, mais euh, il a le pouvoir en tant que leader suprême, comme ça, de retourner l'esprit des gens, même des gens qui à la base voulaient le combattre, quoi. Donc il est d'autant plus impressionnant. Voilà, voilà. Bon, c'était un petit peu long. J'espère vous avoir inspiré. Et puis à très bientôt. Pensez à liker, vous abonner. Voilà, voilà. Allez, bisous.